Bonsoir à tous et bienvenue sur le webinaire le premier webinaire de la gestion éclairée. On est ravis de vous retrouver ce soir avec comme thématique début de déconfinement et stratégie financière. Quelle stratégie pour investir dans une période de transition? Avant de démarrer, on a quelques bonnes nouvelles à vous partager. On a 3 bonnes nouvelles. La première, c'est que Alexina, qui était normalement présent pour ce webinaire, ne le sera pas parce qu'il est devenu pour la deuxième fois papa. Donc, nous les félicitons à nouveau, ainsi que son épouse. La deuxième bonne nouvelle, c'est comme vous avez l'air d'adhérer à ce format de webinaire, nous avons décidé de le mensualiser. Et donc, nous vous le redirons à la fin, mais nous allons vous donner rendez-vous tous les deuxièmes mardis de chaque mois pour échanger avec vous sur un point macroéconomique, sur la répercussion du contexte macroéconomique sur les portefeuilles de Yomoni. Et petite nouveauté, chaque mois, nous aurons un nouvel invité issu qui gravitera dans le domaine de la gestion de patrimoine, bien évidemment, et qui sera là pour présenter un nouveau projet. Ce mois-ci, nous recevons Paul Bourdois de France SCBI. Dernière bonne nouvelle et qui va me permettre de faire une magnifique introduction pour introduire David Ganosi, notre directeur des investissements, c'est la remontée des marchés depuis environ 15 jours. On note une reprise de marché d'environ 8%. Il y a encore quelques semaines de cela semblait impossible. Le monde entier était à l'arrêt d'un point de vue économique. Les perspectives macroéconomiques étaient vraiment angoissantes. Et pour autant, on note depuis le début du déconfinement, il y a quand même un corollaire entre les deux, une reprise des marchés assez significative. Alors, est-ce qu'elle va durer? Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Nous allons demander à David Ganosi d'interpréter les chiffres et les conditions macroéconomiques des dernières semaines. David, c'est à toi. Très bien, donc effectivement, je vais commencer par quelques mots assez rapides, essentiellement sur l'environnement macroéconomique. Donc c'est vrai qu'on aura connu un printemps au niveau mondial vraiment exceptionnel en termes d'activité, exceptionnel au sens exceptionnellement négatif. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où le confinement a été mis en place dans beaucoup de pays, même dans la plupart des grands pays développés, eh bien, on a vu l'activité ralentir et même chuter de façon extrêmement brutale. Donc, si on prend l'exemple de la France, hein, pour revenir un petit peu en arrière, on a désormais la première estimation de la croissance du PIB au premier trimestre, ça a été moins 5%. Moins 5%, c'est historique, hein, on n'a jamais vu des chiffres comme ça. Et c'est un recul qui était uniquement dû en fait au confinement qui a été mis en place sur la deuxième moitié du mois de mars. Donc ça veut dire que ça concernait vraiment pas du tout toute la période. Donc ça veut dire simplement aussi qu'avec ce qu'on sait du confinement, on va avoir encore des chiffres au deuxième trimestre qui vont être pires. On estime, hein, c'est l'INSEE qui l'estime, que le recul de l'activité devrait tourner autour de 20% sur le PIB au deuxième trimestre. Donc un choc monumental. Là, ça concerne que la France, mais on a à peu près des chiffres comparables dans le reste du monde. Donc un choc extrêmement brutal. Qui est vraiment historique, hein, des statistiques comme ça, on n'a jamais vu des ampleurs pareilles depuis qu'on fait des statistiques sur l'activité économique. Alors ça, c'est le côté mauvaise nouvelle. Le côté bonne nouvelle, Charlotte en a cité 3 tout à l'heure. Il y en a une nouvelle quand même qu'on peut apprécier tous en ce moment, c'est le début du déconfinement. Et le début du déconfinement, outre le fait qu'on peut sortir et y aller profiter des terrasses depuis aujourd'hui, c'est aussi que l'activité économique a pu repartir et qu'elle commence à repartir. Donc ça, c'est un point très positif. Alors, c'est pas nous qui le disons, c'est pas un constat qui est fait d'un point de vue individuel, c'est les statistiques qui commencent à le montrer. Oh, j'ai un petit souci. Vous m'avez là? Très bien, tu peux y aller. Connexion. C'est qu'on a un début de redémarrage de l'activité qui est perceptible au travers de pas mal d'indicateurs. D'abord, les enquêtes de conjoncture, et on voit bien qu'elles commencent à se redresser dans les pays qui ont connu un confinement et qui ont connu un déconfinement récemment. Donc, dès le mois de mai, en France, par exemple, on a vu les enquêtes de conjoncture commencer à se redresser. On a des statistiques comme la consommation d'électricité, par exemple. Enfin bref, tout un tas de statistiques qui nous montrent que l'activité est en train de redescendre. Ça, c'est simplement dû au fait du déconfinement, c'est-à-dire que le simple fait de pouvoir aller travailler pour beaucoup de salariés, le simple fait de pouvoir accéder à des biens de consommation auxquels on n'avait pas accès pendant la phase de confinement, ça fait qu'on a un redémarrage de l'activité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est évidemment permis par l'amélioration de la situation sanitaire. Hein.
Ce qui a permis le déconfinement, c'est simplement la mise sous contrôle, entre guillemets, de l'épidémie et le fait que les autorités publiques laissent désormais circuler les gens et puis se rassembler avec quand même certaines mesures de restriction et de contrôle. Donc voilà sur l'environnement économique. Alors tout ça, j'ai beaucoup parlé de la France, mais ça dépend évidemment des zones, hein. La Chine, qui a connu une phase de confinement, est bien plus avancée que nous dans le redémarrage de l'activité. Les pays émergents, notamment l'Amérique latine, sont encore dans une phase extrêmement compliquée, notamment parce que la situation sanitaire est plus compliquée. Puis, les États-Unis sont dans des situations assez comparables. Donc ça, c'est le premier constat. Ce qui est très important et plutôt encourageant, c'est qu'on a une action des pouvoirs publics qui continue à être extrêmement forte. Ça a commencé au début avec les banques centrales essentiellement, qui ont soutenu les marchés, qui se sont assurés que les marchés financiers fonctionnaient bien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'explosion des marchés financiers. Tous les marchés financiers ont continué à fonctionner. Là, la bonne nouvelle, on en a l'exemple en ce moment, c'est que des plans budgétaires sont mis, des plans d'ampleur extrêmement importante pour aider au redémarrage et pour faire en sorte que le redémarrage de l'activité se fasse assez rapidement. Donc, ce qui semble se dessiner pour la seconde partie de l'année, c'est un rebond progressif de l'activité. Alors, je sais que ça peut paraître surprenant à certains. C'est vrai que qu'on va connaître, ça a déjà commencé. On va connaître une période probablement de multiplication de faillites d'entreprises parce que toutes les entreprises ne pourront pas résister à énorme. Il faut bien avoir en tête, c'est que le creux de l'activité, donc le creux sur le PIB ou le creux sur la production, est touché au mois d'avril, au moment du... Et que donc, si on n'a pas de phase nouvelle dans les prochains, assister à une reprise progressive de l'activité. À quel rythme, ça, personne ne peut le savoir aujourd'hui, mais mécaniquement, le simple fait, eh bien, ça va avoir un effet positif sur la croissance. Ok. Oui, c'était ma question suivante. Comment on transcrit ces nouvelles données macroéconomiques sur le... Ah, je crois qu'on a perdu David. Donc, la seconde question, c'était de savoir comment on retranscrivait l'impact de la macroéconomie sur l'allocation et sur les mandats de gestion Yomoni. Ok. Ok. On va peut-être laisser le temps à David de se reconnecter. Juste, je vais tenter de prendre le relais sur ce que devait vous expliquer David et sur l'impact en fait du contexte macroéconomique et comment est-ce qu'on le retranscrit sur notre portefeuille. Donc très brièvement, vous le savez, notre allocation est composée d'un mandat qui, en quelque sorte, d'une double allocation, où 80% de l'allocation est un pur mandat stratégique investi en ETF selon les principes de la gestion passive. Et 20% du mandat est représenté par une allocation dite tactique, où le but est de s'adapter au contexte macroéconomique. On se donne la possibilité de s'adapter au contexte macroéconomique. On s'engage à ne pas aller plus loin que l'analyse du contexte macroéconomique, c'est-à-dire, je pense, ok David, super, tu nous entends ? Oui, désolé, mais j'ai été déconnecté. Vous m'entendez ? Oui, superbe retour. J'étais en train de finaliser la présentation de l'allocation Yomoni, 80% de stratégie, 20% de tactique. Donc, quel est l'impact de cette situation macroéconomique actuelle sur la partie tactique, puisque la partie stratégique change assez peu. Je te redonne la parole. Oui, donc effectivement, sur l'évolution des portefeuilles, hein, très brièvement, en fait, ce qu'on a fait depuis le début de l'année, pour rappel, on avait commencé l'année avec des positions assez agressives. Si je prends l'exemple d'un portefeuille P6, qui est un portefeuille diversifié, donc qui a 50% d'actions et 50% d'obligations, on était à 55% en début d'année. On a commencé à réduire à 50% à la fin février, quand l'épidémie a commencé à s'étendre en dehors de la Chine.
Au plus bas, ça a été mi-mars, on est descendu jusqu'à 40% d'exposition en action, qui est notre limite basse, hein, comme tu le disais tout à l'heure quand tu évoquais le stratégique et le tactique. Hein, on a des bornes qu'on ne souhaite pas dépasser. Et donc, on a touché 40% d'exposition en action mi-mars. Et on a commencé à ce moment-là à remonter progressivement, d'abord à 45% et puis à la semaine dernière à 50%. Donc ça veut dire que les portefeuilles aujourd'hui sont en ligne avec leur allocation stratégique et sont positionnés de façon assez neutre, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus défensifs. Bon, ils sont évidemment plus agressifs comme ils l'étaient en début d'année, mais ils ne sont plus défensifs non plus comme ils l'ont été jusqu'à très récemment. Donc ça veut dire qu'un portefeuille P6, comme je le disais, est à 50% d'actions, 50% d'obligations. Et si on parle de la partie action à proprement parler, là, on a un positionnement qui est assez neutre aussi, puisqu'on a été assez défensif à un moment donné avec des secteurs qui représentaient chacun à peu près 5% des portefeuilles, qui étaient des secteurs très défensifs, la santé, les télécoms, les services aux collectivités. Et ce qu'on a fait la semaine dernière aussi, en même temps qu'on a remonté l'exposition action, c'est qu'on a réintroduit de la tech, hein, de la techno, donc ça a un côté un petit peu plus cyclique, et on a coupé l'exposition aux services collectifs. Donc ça veut dire que les portefeuilles aujourd'hui sont assez équilibrés, à la fois en termes de grandes classes d'actifs et aussi en termes de secteurs, puisqu'il y a deux secteurs relativement défensifs, la santé et les télécoms, mais qui sont quand même aussi des secteurs qui vont probablement bénéficier de l'environnement actuel marqué par la pandémie, hein, enfin, les questions de santé, et puis la technologie. Donc voilà le positionnement actuel. Je dirais qu'aujourd'hui, donc on a remis un petit peu de risque depuis mi-mars. Aujourd'hui, il faut bien avoir en tête qu'on a une vue assez constructive, mais on n'est pas agressif dans les portefeuilles, on est juste en ligne, hein, donc on n'a pas une vue qui est hyper agressive, mais on juge qu'il est dangereux d'être trop défensif aujourd'hui, et c'est le cas, enfin, c'est le cas depuis quelques semaines quand tu évoquais la remontée qu'on a eue récemment. Juste quelques mots pour conclure hein, sur les performances à fin mai, donc c'est à vendredi dernier. Depuis le début de l'année, donc on est évidemment encore sur des chiffres négatifs. Hein, sur un P6, donc un portefeuille équilibré, on est autour de 4% de baisse. Sur P10, qui est à 100% en action, on est autour de 9% de baisse. Donc ça, que ce soit sur l'assurance vie ou les comptes titres, c'est à peu près comparable. Hein. On est de frais de gestion, bien évidemment. On est tout ça en aide de frais de gestion, exactement. Donc ça reflète évidemment le très fort recul des marchés actions depuis le début de l'année, qui sont encore quand même en négatif. Mais si on compare notamment par rapport à l'univers concurrentiel et même par rapport à nos indices de référence, on voit que les performances sont tout à fait honorables, notamment, alors on n'a pas encore les chiffres à fin mai, mais les portefeuilles sont probablement encore dans le premier quartile en termes de performance relative par rapport à des fonds comparables en termes de risque. Donc une bonne résistance aussi au choc rencontré il y a déjà plusieurs semaines pour Yomoni, pour les mandats de gestion de Yomoni. On avait réduit le risque au bon moment. On a été un petit peu lent dans la reprise de risque, mais enfin, c'est un environnement extrêmement compliqué pour réexposer. Aujourd'hui, les portefeuilles sont, je dirais, en ligne avec leur allocation stratégique, ce qui nous semble tout à fait adéquat compte tenu de l'environnement macro qu'on connaît. Ok, très clair. Donc, pour résumer, une reprise de l'activité économique assez importante qui pousse à rééquilibrer les portefeuilles dans un sens favorable au marché, sans pour autant se montrer agressif, puisque l'avenir est, comme on le sait, toujours encore un peu incertain vu le choc qu'on a rencontré ces dernières semaines. Très clair. Merci pour ton regard avisé sur la situation et pour cette présentation. On va passer maintenant au point pratico-pratique. Vous êtes nombreux à nous demander, alors à travers ce webinaire, mais aussi au quotidien, à travers les échanges que nous avons avec vous sur le chat, par mail ou encore au téléphone, à nous demander en fait quelles sont les techniques pour rentrer sur les marchés. Le marché, là, reprend un peu de ses couleurs, reprend de la performance. Ça donne envie à un bon nombre d'entre vous d'y retourner, mais le contexte étant encore un petit peu chahuté et je dirais le choc que vous avez rencontré, qu'on a tous rencontré ces dernières semaines, vous fait encore un peu douter et vous vous demandez comment rentrer sur le marché. Donc, on va voir ensemble assez rapidement quelle est la technique pour rentrer sur les marchés. C'est relativement simple. La première chose à ne pas oublier, même si on n'est pas dans la pure technique, c'est que vous devez vous fixer un budget avant de rentrer sur le marché. Bien évidemment, et aussi opportun puisse paraître le marché à certains moments, on ne touche pas à son épargne de précaution pour l'investir en bourse. Je pense que vous le savez tous, mais il me paraissait essentiel de vous le rappeler. Donc, premièrement, vous définir un budget et vous
vous y tenir. Deuxième chose, définir votre profil de risque, à la fois en prenant en compte la durée d'investissement que vous avez devant vous. Plus votre durée est longue, plus vous pouvez prendre de risques, bien évidemment, mais aussi en fonction de votre aversion au risque. Un profil de risque ne se choisit jamais objectivement. C'est à la fois votre durée d'investissement, mais aussi votre aversion au risque, parce qu'il va falloir tenir ce profil sur la durée. Et a priori, il y a forte chance, comme le marché, que ce profil oscille sur des périodes de hausse et des périodes de baisse. Une fois que vous avez votre budget défini, une fois que vous avez votre profil d'investisseur, vous avez deux techniques financières pour rentrer sur les marchés. La première technique, c'est ce qu'on appelle le sum lump investing, qui consiste en fait à investir en une seule fois votre somme. Vous avez 100 000 euros à investir, vous les investissez du jour au lendemain sur le profil que vous avez défini. Voilà. La deuxième technique, qu'on va appeler la technique du dollar cost averaging, qui consiste en fait à lisser votre investissement. On part toujours sur le même exemple, vous investissez 100 000 euros et vous décidez de le lisser sur une durée donnée. Donc, vous allez investir, par exemple, 100 000 euros en 10 fois, en 10 mensualités de 10 000 euros. Financièrement, la première technique, celle d'investir en une seule fois, le sum investing, est la technique la plus performante. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde sur la durée, les marchés sont performants. Donc la courbe, elle est ascendante. Si vous multipliez les points d'entrée sur la durée, vous allez vous retrouver non pas avec un point d'entrée, mais différents points d'entrée, et en fait, qui vont constituer une moyenne de prix d'acquisition de votre portefeuille. Et si la courbe monte, en fait, le prix d'acquisition de votre portefeuille va augmenter. Et donc, vous allez acheter le marché au final plus cher que si vous l'aviez acheté, excusez-moi, en une seule fois. Pour autant, dans les périodes compliquées comme on les connaît aujourd'hui, le risque, et même en tout temps, le risque pour vous, il est assez simple, parce qu'à chaque règle, il y a son exception, c'est de rentrer la veille d'un krach financier. Et ça arrive, c'est arrivé à certains investisseurs au mois de février. Et pour éviter cela, on a tendance à aller sur la technique du dollar cost averaging qui consiste à lisser votre investissement. Donc nous, chez Yomoni, clairement, on a le parti pris de la première méthode, d'investir en une seule fois, parce que c'est celle qui va vous apporter le plus de performance financière. Pour autant, dans les périodes qui sont plus chahutées, où l'avenir est plus incertain et parfois indescriptible, je parle d'un point de vue macroéconomique, ça a été le cas sur ces dernières semaines, on a tendance à vous conseiller de lisser votre investissement sur la durée. Pourquoi? Tout simplement parce que cette technique est plus accessible psychologiquement à tous et parfois il est difficile, et peut-être qu'il l'a été pour vous d'ailleurs ces dernières semaines, difficile de décider d'investir 100 000 euros en une seule fois. Par contre, en vous disant que vous investissez 10 000 euros en plusieurs fois, c'est déjà plus accessible. Encore une fois, nous prenons quand même les grands principes de la gestion passive, et selon les principes de la gestion passive, tout ce qui est market timing, stock picking sont des techniques de trading auxquelles nous n'avons pas, que nous n'utilisons pas en portefeuille. Par contre, la technique à laquelle nous croyons, c'est le timing in market, qui consiste à dire que plus vous passerez de temps sur le marché, plus vous générerez de la performance. Donc en fait, le dollar cost averaging, la technique du lissage pour votre investissement, vous permettra en fait de ne pas rester dans l'inaction, de rentrer sur le marché et de le faire petit à petit, ce qui sera plus supportable et plus confortable pour vous. Voilà, ça c'était pour la technique de comment on rentre. Donc budget, profil, et puis ensuite sum investing ou dollar cost averaging. C'est un petit peu aussi à vous de choisir en fonction du contexte et aussi en fonction de votre ressenti. Voilà, nous allons, maintenant que nous avons fini ce point financier, nous allons passer à notre invité, Paul Bourdois, qui est le fondateur de France SCPI et qui a accepté sympathiquement notre invitation. Bonsoir Paul et merci d'être avec nous. Bonsoir Charlotte, merci de m'inviter et bonsoir à tout le monde. J'ai une première question. Allô je ne sais pas. Je suis revenue. Charlotte, c'est bon. Ouais, je suis là. Okay, super. Excusez-moi. Donc, première question qui serait de peut-être présenter brièvement qui tu es et qui est France SCPI. Alors moi, je suis un des cofondateurs de francescpi.com, qui est un site qui permet évidemment d'avoir des informations sur le produit SCPI, d'avoir des conseils sur le produit et évidemment d'acheter des SCPI en ligne. La genèse, pour que tout le monde comprenne bien, la genèse et le point de départ de France SCPI, c'est bien évidemment la découverte du produit il y a quelques années. Et on s'est dit que c'était un produit génial, mais qui était assez complexe, qui était destiné aux experts. Et donc, on s'est dit, on va essayer de démocratiser, de vulgariser, sans que ce soit péjoratif comme terme, le produit SCPI. Et cette démocratisation, elle passait aussi par une souscription en ligne, permettre la souscription. Alors, ça paraît
Ça paraît totalement logique aujourd'hui de pouvoir souscrire en ligne à un produit financier, qui plus est. Mais quand on l'a fait, on était les premiers, et on est toujours la seule plateforme indépendante à permettre cette souscription en ligne. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné aussi ces deux piliers, donc démocratisation et souscription en ligne, c'est ce qui a donné lieu au partenariat avec Yomoni, parce qu'on partage ces deux valeurs de simplification avant tout, et puis de souscription tout digitale. Voilà. Ok, merci, c'est très clair. Peut-être qu'on va commencer parce que peut-être que l'ensemble des personnes qui nous regardent ce soir ne sont pas peut-être tous très confortables avec la notion d'SCPI. Est-ce que brièvement, tu peux nous rappeler ce qu'est une SCPI? Oui, je peux. Alors, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier, pour être tout à fait précis. Donc, c'est une société qui achète des biens immobiliers, des biens professionnels. Donc, ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, des hôtels parfois, des maisons de santé également, et qui va gérer ces biens et qui va gérer des locataires. Et vous, en tant qu'épargnant, vous achetez une ou plusieurs parts de SCPI, et ces parts de SCPI vont donner du rendement, vont donner des loyers, et on sera propriétaire au prorata de ce qu'on aura investi dans la SCPI. Et les trois avantages de la SCPI, il y en a beaucoup, il y a aussi des inconvénients. Les trois avantages de la SCPI, c'est le rendement qui est élevé, la stabilité dans le rendement, et puis bien évidemment la dilution du risque locatif, parce qu'on n'investit pas sur un seul bien avec un seul locataire, on investit avec une multitude de biens, une multitude de biens dans le portefeuille. Ok, donc grande diversification du risque. On est dans le secteur de l'immobilier locatif, et donc tu dois un petit peu t'attendre à ma prochaine question, qui est du fait du confinement et donc de la fermeture successive, que ce soit des bureaux, que ce soit des centres commerciaux, des commerces de proximité, des écoles, des crèches et j'en passe, puisque tout a été un peu mis à l'arrêt. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel impact immédiat cela va-t-il avoir sur la performance et le rendement délivré par les SCPI, et dans un second temps, peut-être l'impact qui est attendu à plus long terme, c'est-à-dire plutôt à horizon 9 mois, 12 mois sur ce véhicule? Alors, l'impact sur les SCPI, il est très clair, il est lié à la capacité des locataires à payer leurs revenus, et donc la capacité de la SCPI à reverser le loyer aux associés, aux épargnants. Clairement, les SCPI, toutes les SCPI, donc il y a différentes typologies de SCPI. Il y a des SCPI de commerce, des SCPI d'hôtel, comme tu le disais, des SCPI de bureau. Elles vivent pas toutes la même crise. En moyenne, les SCPI, la projection 2020 sur les SCPI, l'atterrissage prévu en termes de rendement, c'est 4,01%. Donc c'est pas nul, c'est loin d'être le cas. Évidemment, tu te doutes que les SCPI de bureau, qui représentent la majorité de l'offre, elles ont une variation prévue qui est de moins 9%. C'est pas le cas des SCPI de commerce, qui ont une variation, elle, prévue de moins 17%. Donc moins bon, forcément, puisque elles sont liées à des locataires qui étaient forcément fermés pendant ce confinement. Et on a aussi des SCPI hôtelières qui, là, pour le coup, sont totalement fermées et prévoient une baisse de 40% de leurs revenus. Cette baisse de 40% de leurs revenus, elle est, si on la pose au rendement prévu originellement avant crise des SCPI d'hôtel, ça passe de 5% à 3%. Et 3%, je crois pouvoir dire que c'est quand même pas mal. Mieux qu'un livret A. Mieux qu'un livret A, même si les SCPI... On paye une partie du risque, on rembourse une partie du risque, on est d'accord. Okay. Exactement. Ce que je veux dire souvent, si on parle de l'impact plus long terme, c'est que si on est propriétaire d'un studio qu'on loue et que le locataire ne peut plus payer, c'est pas pour cette raison que le bien ne va plus être loué. Au contraire, on peut retrouver un autre locataire. Et donc, je crois que l'impact à long terme, il va être surtout fait sur les gérants, sur les SCPI qui n'ont pas privilégié les biens de qualité et qui ont privilégié le rendement avant tout. Donc, je pense qu'il va y avoir une prime aux SCPI qui ont privilégié la qualité des biens et l'emplacement des biens, même si on sait tous que l'emplacement est important, c'est bon de le rappeler. Voilà. Encore une fois, on en revient, tout comme dans les mandats de gestion chez Yomoni, à la qualité des sous-jacents choisis, critères de sélection essentiels pour vous générer de la performance sur le long terme. Car rappelons-le, la SCPI est un investissement quand même
de long terme. D'ailleurs, les SCPI existent depuis pas mal d'années. Elles ont connu des versions un peu différentes. SCPI à capital fixe, depuis 2001, SCPI à capital variable. La SCPI, qui est quand même un placement un peu chouchou des Français, qui est très publicité en tout cas, présente un caractère acyclique qui a été largement démontré sur les 30 dernières années, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous, ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, parce que tu es là et que tu es un expert du sujet, on voudrait savoir c'est quoi la botte secrète ou les bottes secrètes de la SCPI pour faire face aux différentes crises financières, immobilières qu'elles ont rencontrées depuis l'origine. C'est toujours un véhicule qui est très utilisé. Et si tu pouvais revenir sur ça et nous expliquer un petit peu comment elles ont fait face et comment elles envisagent de faire face au Covid-19. Alors, il y a une botte secrète. Alors, la qualité, c'est clairement le temps, on en parlait, je ne vais pas revenir dessus. Il y a un autre point qui est important, c'est que, et ce que les personnes doivent comprendre, les épargnants doivent comprendre, c'est que c'est pas parce qu'une SCPI perçoit un loyer en baisse que le dividende versé à l'associé final va être en baisse. Pourquoi? Parce que son métier, c'est de récupérer le revenu, le loyer du locataire, et de le reverser aux associés. Et elle ne reverse pas tout ce loyer. Il y a une partie qui part en réserve, qui s'appelle, donc c'est une soupape, qui s'appelle le report à nouveau et qui sert à pallier à d'éventuelles fluctuations s'il y a des problèmes sur les marchés. On est en train de vivre une fluctuation, une forte turbulence sur les marchés. Donc, il y a des questions qui se posent, il y a des loyers qui sont peut-être moins payés. Et ben, ce report à nouveau, cette botte secrète, comme tu dis, elle va permettre de lisser les revenus. S'il y a moins de revenus, elles vont pouvoir piocher dans cette réserve. Ça, c'est une première botte. Il y a aussi un point important qui est la typologie de certaines SCPI. Alors, sans m'épancher parce que la montre tourne, la typologie, il y a des typologies qui sont plus acycliques que d'autres. Il y a des typologies de santé, de SCPI de santé qui sont intéressantes parce que décorrélées de l'économie réelle, c'est pas parce qu'on a un crack sur les marchés que les seniors vont arrêter d'aller dans des maisons où on gère la dépendance. C'est pas parce que y a un crack financier effectivement où il y a une crise sanitaire que les crèches vont arrêter de recevoir des enfants. Et donc tout ça, ça permet effectivement d'avoir un caractère acyclique sur les SCPI et ça permet de faire en sorte qu'elles s'en sortent. Sans me répéter, en 2008, même si je sais ce que tu vas me dire, les performances passées ne présagent pas de l'avenir, en 2008, crack, moins 40%, fin du monde, moins 40% sur les marchés, fin du monde, les SCPI ont versé quand même 5,8% de rendement à leurs épargnants. Ça veut dire que quelqu'un qui plaçait 100 000 euros en 2017, percevait tranquillement 5,8% et la valeur départ a corrigé de 5%. Donc ça veut dire que la personne qui a investi 100 000 euros se retrouvait avec 95 000 euros fin 2008, mais en 2011 retrouvait la valorisation. Donc on est sur quelque chose qui est ultra défensif. Ok. Rappelons néanmoins, sans discréditer le produit, que la politique des taux en 2008, que le rendement peut-être par exemple du livret A ou du fonds euro était quand même largement supérieur à ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais en gros, la SCPI a sa réserve de liquidité en interne pour permettre de lisser et comme épargne de précaution et qui permet de renflouer quand les vides locatifs sont un peu plus importants, comme ça pourrait être le cas suite à la crise du Covid-19. Et deuxièmement, en fait, on peut faire une allocation de SCPI en visant des stratégies immobilières bien différentes et être sur des secteurs défensifs ou plutôt cycliques. En fait, c'est comme sur les marchés, en immobilier, on fait une allocation. C'est ça? Oui, exactement. Okay. Très clair. Est-ce que, donc a priori, la SCPI a tout pour, à partir du moment où elle est bien choisie, cette SCPI, on a tout pour pouvoir dépasser cette crise du Covid-19. Moi, j'ai une dernière question, peut-être pour aider nos internautes à y voir clair et à faire leur sélection. Quelles sont les 3 principales recommandations que tu leur donnerais afin de choisir une SCPI? Quelles questions se poser ou quels critères regarder pour bien choisir sa SCPI? Alors, je vais commencer par une réponse de Normand, même si je suis breton. Les SCPI dépendent, les critères à regarder dépendent de la situation de l'épargnant.
Néanmoins, on peut dire la première chose, c'est attention, ne vous fiez pas au rendement, au seul rendement comme critère. Si une SCPI fournit 6% de rendement, et la moyenne étant à 4,4% en 2019, c'est que forcément on supporte un risque qui est supérieur. Donc attention, le rendement ne doit pas être le seul critère. Deuxième critère, c'est le premier conseil que je peux donner. Deuxième conseil, c'est privilégier, là, en l'état actuel, des SCPI dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d'euros. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une dilution du risque locatif qui est plus forte. J'ai plus de biens, donc plus de locataires. Donc, si un locataire fait défaut dans le paiement, j'en ai d'autres. Et c'est effectivement plus sécurisant. Troisième chose, privilégier peut-être une diversification sectorielle et géographique. On l'a vu dans les SCPI, on peut investir dans plusieurs types de biens, ça peut être donc des bureaux, commerces, etc. Privilégier une diversification des biens sur un point de vue sectoriel et pas forcément privilégier également une région plus qu'une autre. Voilà, peut-être se dire, OK, j'investis à Paris, en Île-de-France, j'investis également en région, dans les grandes métropoles françaises, Rennes, Marseille, Lyon, Lille, peu importe. Donc, diversifier. Voilà les 3 conseils que je pourrais donner succinctement. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, 3 conseils basiques. Merci Paul, c'était très clair et très instructif. On va maintenant passer à la fameuse étape des questions. Vous avez été très nombreux, plus de 1200 à vous inscrire à ce webinaire. Autant vous dire qu'on a eu tout un lot de questions assez importantes. Majoritairement, pour vous décrypter un petit peu, 70% des questions portaient sur la partie financière et 30% sur la partie SCPI. Nous avons décidé de regrouper ces questions par catégorie, même dans la partie financière, et d'en sélectionner 3 pour chacun de nos interlocuteurs. Donc, à tour de rôle, je vais interroger David, puis Paul sur le secteur, enfin à la fois sur les SCPI, mais également sur les marchés financiers. J'ai une première question, David, j'ai une première question de Charles qui nous demande comment expliquer que les marchés semblent déconnectés de l'économie réelle qui sera fortement impactée. C'est vrai, aujourd'hui, on voit que le marché repart alors que l'économie est encore un petit peu au ralenti. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage et quelles perspectives il y a dans l'avenir? Oui, ça peut avoir un côté un peu choquant de voir les marchés remonter aussi vite, alors que l'économie a subi un décrochage extrêmement violent. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que d'une part, les marchés sont toujours dans l'anticipation, c'est-à-dire que ce qu'ils regardent, c'est le futur des prochains mois, des prochains trimestres. Et donc là, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui a tiré le rebond, c'est la perspective, le rebond boursier, c'est la perspective d'une reprise de l'activité. Et c'est vrai que concrètement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je sais que pour beaucoup de gens, ça peut paraître un peu difficile à concevoir, mais on a eu un choc extrêmement brutal sur l'économie au premier trimestre et jusqu'au mois d'avril. Et depuis le mois d'avril, dans le cas de la France, suivant les zones géographiques, ça varie un petit peu, mais en gros, jusqu'au printemps, on a eu un choc extrêmement violent sur l'économie avec un recul de l'activité historique. J'en ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'on observe alors en Chine depuis plusieurs semaines, et ce qu'on commence à observer en Europe aussi, et on va le voir aux États-Unis aussi, sauf qu'il y a toujours un décalage entre les statistiques économiques et la réalité. Mais sur les statistiques les plus récentes, les données d'enquête, etc., on voit que l'activité, depuis que le déconfinement a été mis en place, redémarre. Et je pense que c'est ça qui explique le redémarrage extrêmement brutal des marchés actions. Alors, c'est vrai que du point de vue… Après, quand on parle de crise économique, de quoi est-ce qu'on parle? La crise économique, c'est d'abord un recul de l'activité, un recul du PIB, de la valeur ajoutée qui est produite. Et ça, c'est l'instantané. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le pire est derrière nous. Par contre, c'est vrai que pour produire, il faut des facteurs travail et puis du capital. Et ce qu'on va voir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, c'est un ajustement au niveau du marché du travail et puis au niveau de l'investissement des entreprises aussi probablement, parce que ce sont des variables retardées du cycle économique. Donc on est maintenant dans une phase où même si le redémarrage de l'activité a commencé et se met en place, on est encore dans une phase où les effets secondaires ou le contre-choc, on va dire, de la chute brutale d'activité qu'on a connue pour une raison exceptionnelle. C'est jamais arrivé d'avoir un confinement comme ça. Jamais vu.
exceptionnel, eh bien tout ça va avoir des effets, je dirais, secondaires qui vont durer et qui devraient logiquement faire que le redémarrage va être très progressif et très poussif. Mais le simple fait d'être en redémarrage, c'est un élément qui est très positif pour les marchés actions. Et qui ne va pas en fait empêcher le marché de repartir, puisque c'est ce qu'on voit depuis déjà quelques semaines. Non, alors après la question maintenant, effectivement, oui, c'est ce qu'on a vu. Donc après la question, c'est est-ce que ça continue? Pour que ça continue, il faut qu'on continue à avoir de bonnes nouvelles sur les perspectives de croissance. Et je pense qu'on a eu quand même, alors les bonnes nouvelles, elles sont là en termes de redressement des statistiques économiques, mais les bonnes nouvelles, j'en ai aussi dit quelques mots, c'est le relâchement des politiques budgétaires, c'est-à-dire qu'on a des plans de relance budgétaire en Europe, aux États-Unis, en Chine, enfin partout, des plans de relance budgétaire parce que les pouvoirs publics et les gouvernements sont très conscients que ça a été un choc très brutal et que pour réamorcer la machine, pour réamorcer la pompe de l'activité, il faut quand même un petit peu d'aide. Donc c'est ce qu'elles sont en train de faire là pour des montants considérables. Et je trouve que faire le pari que ça ne marchera pas ou le pari d'un nouveau recul de l'activité, ça me semble un pari extrêmement risqué. La très mauvaise nouvelle, ça serait plus sur le plan sanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, la seule raison à tout ça, ce n'est pas un problème enfin, je dirais endogène à l'économie mondiale. Hein. C'est un choc purement extérieur, purement exogène qui était cette pandémie et la réaction des pouvoirs publics par rapport à ça. Donc le risque principal aujourd'hui, ça serait qu'on ait une résurgence de l'épidémie qui conduirait à un nouveau confinement. Parce que le problème, ce n'est pas l'épidémie en elle-même, hein, le problème économique, évidemment. Le problème économique, c'est le confinement. C'est que quand vous empêchez les gens de consommer ou d'aller travailler, bah, c'est sûr que l'activité, elle baisse de 35%, comme ça a été le cas en France. Elle prend un certain coup. OK, très clair. Merci, merci David. J'ai une deuxième question, cette fois-ci, qui est pour Paul, et à savoir si est-ce que l'essor du télétravail ne menace-t-il pas les SCPI de bureau? C'est vrai que depuis la fin et grâce au confinement, beaucoup de sociétés sont passées en remote et en travail à la maison. Certaines sociétés ont même annoncé, je pense à Twitter, un télétravail 100%. Quid de ce qui va devenir de ces SCPI et des locaux qui seront peut-être par la suite lâchés par leurs locataires? Alors, ok. Alors, cette question, elle revient très très souvent parce que les gens mettent en opposition le terme de télétravail et les bureaux. Concrètement, nous on pense que le télétravail, s'il a laissé un bon souvenir aux Français, ce qui est pas tout à fait certain, va pas remplacer les bureaux pour la simple et bonne raison que les entreprises en ont besoin pour ne serait-ce que pour une vitrine pour leurs clients et en plus pour un lieu de sociabilisation pour leurs salariés. On voit effectivement beaucoup d'entreprises, tu cites Twitter, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont fait ce cheminement il y a quelques temps et qui font aujourd'hui machine inverse. Alors, clairement, le télétravail et le remote, c'est des sujets qui étaient là avant la crise sanitaire, donc ça sort pas de nulle part. Ce qui va se passer, ce qu'on prévoit, c'est qu'il va y avoir une adaptation des bureaux par rapport aux styles managériaux, par rapport aux volontés des salariés d'être en télétravail ou pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un ratio. Je pense qu'il faut plutôt parler de ratio mètre carré par salarié. Aujourd'hui, on est un salarié, c'est une norme, c'est comme ça, a le droit à 11 mètres carrés. Et donc, il est fort probable que dans les années à venir, pas tout de suite, passe à 9 mètres carrés par salarié. Donc, en gros, ça veut dire qu'il y aura plus de salariés par mètre carré et donc un turnover, maison de travail qui sera plus important. Donc, il y a une adaptation qui se fait. Alors, deux remarques par rapport à ça. La première, c'est que, imaginons que tout le monde passe en télétravail sur des immeubles bien situés. Je ne pense pas que ces immeubles valent zéro demain, c'est-à-dire qu'ils seront reloués et je fais confiance aux SCPI pour retrouver un mode de location qui soit autre et qui soit alternatif. Ça peut être résidentiel par exemple. Et puis deuxième chose, je suis sûr qu'il y a des gens là qui doivent se dire derrière leur écran, ah oui mais s'il y a moins de salariés par mètre carré, ça veut dire qu'il y a plus de bureaux vacants et donc un loyer qui baisse et donc un rendement qui baisse. Alors c'est pas exactement ça, c'est que en Île-de-France par exemple, la vacance locative avant crise
est de 6%. Donc, on a une sous-offre par rapport à la demande. On a un marché qui est très tendu au niveau des bureaux. Et à Paris, c'est encore supérieur, c'est 3% de vacances locatives. Donc, c'est extrêmement dur de trouver des locaux, des bureaux quand vous êtes une société. C'est compliqué. Donc, aujourd'hui, quand on parle de télétravail, on en a encore sous le pied pour occuper tous ces bureaux. Je dis pas que c'est la même chose partout. Peut-être qu'en Centre-Bretagne, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, dans les zones où il y a de la demande de bureaux, je ne crois pas que le télétravail tue le bureau. J'en suis même. Non. Et puis reprécisons qu'il y a eu peut-être une démocratisation du télétravail, un accès au plus grand nombre parce qu'on était dans l'obligation de s'y mettre sinon on ne travaillait pas, mais qu'après les gens y reviendront et on ne change pas de mode de vie comme ça non plus du jour au lendemain. Les bureaux gardent un aspect fédérateur qu'il est important de repréciser et tout dépend encore une fois du contexte dans lequel vous avez été confiné, même si vous avez pu peut-être partir avec vos enfants en province pendant quelques mois, eh bien, ils vont, in fine, à un moment donné ou un autre, retourner à l'école, par exemple. Ok, c'est très clair. Merci, Paul. David, une autre question pour toi, une question de Youssef qui nous demande quelle est la pertinence d'investir sur des produits de taux, étant donné leur niveau actuel. Il est vrai que les taux directeurs restent bas et a priori vont le rester encore pendant quelques temps pour relancer l'activité économique. Tu parlais dans les mandats de gestion, notamment du P6, où on avait une surpondération obligation. On comprend bien pour se prémunir du risque, mais quel est l'intérêt réel d'être investi sur le marché obligataire actuellement face au peu de rendement que les obligations distribuent? Alors, c'est tout à fait simple. La raison et l'intérêt d'une poche obligataire dans un portefeuille, c'est la réduction du risque, ce n'est pas la perspective de performance. Donc ça veut dire qu'on parle de décorrélation de cette classe d'actifs par rapport aux actions. On va dire très schématiquement, dans un portefeuille, ce qui va générer de la performance sur le long terme, c'est les actions, parce que c'est ça qui est l'actif le plus performant. En termes de performance, on peut retenir un chiffre, on va dire autour de 6 à 7% par an en moyenne sur très longue période. Donc c'est ce que rapportent en gros les actions. Sauf que les actions, c'est très intéressant en termes de performance, mais c'est très risqué aussi. On vient de le voir là, par exemple. C'est-à-dire qu'on l'a vu en fin 2018 avec un recul. Donc les actions, c'est volatile. Ça veut dire que ça peut connaître des phases de baisse assez fortes. Et l'intérêt des obligations par rapport aux actions, c'est que justement, dans un portefeuille, quand vous en avez, dans les phases de très fort stress sur les marchés, on l'a vu en 2018, et on l'a encore plus vu cette fois-ci, c'est que quel que soit le niveau des taux d'intérêt, eh bien, ils continuent à baisser, donc les obligations s'apprécient dans les phases de stress sur les marchés. Et donc, c'est vrai qu'on a des niveaux de taux qui sont très bas, mais enfin, ils sont très bas depuis des années. Il y a des gens qui nous annoncent un krach obligataire depuis plusieurs années. Et puis, les taux sont passés en négatif. Je vous rappelle que l'État allemand ou l'État français, suivant les jours, se refinance à des taux négatifs. Donc, ça veut dire que la classe d'actifs obligataires conserve tout son intérêt de diversification et de réduction du risque. Et donc c'est ça l'intérêt d'avoir des obligations. Donc, on n'investit pas dans des obligations pour faire de la performance, on est bien d'accord. On investit dans des obligations pour réduire le risque global de son portefeuille. Et c'est bien pour ça que dans les profils les plus risqués, il y en a de moins en moins. Donc, dans un P10, il n'y a plus du tout d'obligations. Donc, si on est uniquement sensible à la performance et qu'on n'est pas sensible aux fluctuations de son portefeuille et qu'on a un horizon de placement assez lointain, on peut investir dans un P10. Mais si on est un peu moins riscophile et qu'on est un peu plus, on va dire, dans la moyenne des gens en termes d'aversion au risque, on prend un profil où on met un petit peu d'obligations pour réduire les fluctuations de son portefeuille. Et supporter les aléas du portefeuille Exactement. Sur la durée. Ok, merci David pour ce retour. J'ai une dernière question pour toi, Paul, et puis on finira avec une toute dernière question pour David. J'ai une question de Nour Paul qui nous demande si c'est le moment d'investir dans les SCPI et s'il ne faut pas plutôt attendre que ça baisse. Alors, je pense qu'on parle peut-être du prix de la part à travers cette question. Qu'est-ce que tu peux répondre à Nour ? Alors, en fait, cette question, pareil, revient souvent parce que on a dans le SCPI, on a un réflexe qui est lié peut-être au marché action, qui est de se dire bon, si ça baisse, il faut que j'investisse dès qu'il y a un creux ou alors que je revende dès qu'il y a une montée. Alors, je rappelle quelque chose d'extrêmement important sur les SCPI, c'est que les SCPI, c'est de l'immobilier de rendement.
et c'est pas de l'immobilier de plus-value. C'est-à-dire qu'on n'investit pas en se disant bon, j'investis 100 000 euros là et je vais pouvoir récupérer 150 000 euros dans 5 ans. Non. L'immobilier, les SCPI, l'immobilier professionnel, l'immobilier de rendement, c'est quelque chose qui est fait pour avoir des revenus réguliers, stables dans le temps. Depuis effectivement les 30 dernières années, donc on a quand même quelques crises, on est dedans en plein en ce moment. Les SCPI n'ont jamais fourni moins de 4% de rendement. On est dans une bande passante, plus 4, plus 8, qui est extrêmement rassurante, qui n'est pas exceptionnelle, hein, mais qui mérite d'exister quand les marchés font moins 40, par exemple. Donc, c'est important de se dire ça. En revanche, la revalorisation des parts peut fluctuer effectivement. Depuis 30 ans, on gagne à peu près 1% par an, un tout petit peu moins. Donc, à peine l'inflation. Donc, on est sur une mobilité. Je ne suis pas sûr que ce soit la vraie question. La question, c'est est-ce que les rendements vont continuer à être largement supérieurs à ce que je peux avoir sur les livrets bancaires? Ouais, et la réponse était oui, puisqu'on a vu que sur une SCPI hôtelière, par exemple, qui par anticipation déclara moins 40% de perte sur ses revenus, reste supérieur à 3% de rendement, quand même largement supérieur au livret bancaire. Pas besoin de citer le livret A, parce qu'ils se ressemblent tous de plus en plus. Merci Paul pour cette réponse. Dernière question pour toi, David, et nous clôturons ce webinaire. J'ai une question de Charles qui nous demande quelle stratégie prévoyez-vous pour ne pas subir une éventuelle nouvelle baisse des marchés en cas peut-être de retour de l'épidémie, ce qu'on ne se souhaite pas du tout, mais au cas où ça arriverait et que le marché rechute, par exemple, comment est-ce qu'on adapterait l'allocation? Je pense que tu y as répondu un petit peu au début, mais si tu pouvais rapidement revenir sur la stratégie de la partie tactique de l'allocation, ce serait super pour clôturer. Oui, bah, très simplement, en fait, il faut juste rappeler que les portefeuilles, ils ont tous une allocation qu'on appelle stratégique, hein, qui est un petit peu l'armature du portefeuille, et qu'ensuite, il y a une gestion tactique autour de ça, dans des proportions très limitées, qui est une gestion tactique qu'on met en œuvre au travers de comités de gestion. Donc, on a des comités de gestion tous les mois au sein de l'équipe de gestion, où on examine l'environnement économique, l'environnement de marché, et où on décide du positionnement tactique des portefeuilles. Donc, tout à l'heure, je parlais du retour à la neutralité de nos portefeuilles. C'est quelque chose qu'on a décidé dans un comité de gestion la semaine dernière. Donc, tous les mois, on a cette revue générale de l'environnement macroéconomique. C'est ça qui pourrait nous conduire à un moment donné à redevenir plus prudents si on pense que les choses tournent mal. Et puis aussi, en cas d'événement un peu exceptionnel, et c'était arrivé dans le cours du mois de mars, on peut avoir un comité. En l'occurrence, on avait eu un comité parce que les portefeuilles avaient beaucoup dévié à cause des mouvements de marché qui étaient extrêmement brutaux. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on suit les portefeuilles évidemment bien, mais surtout on est bien en phase avec l'entreprise. Donc, on t'en est un peu mal sur la fin. Juste pour revenir, on s'assure tous les mois qu'on est bien en phase avec l'allocation stratégique de départ des portefeuilles. Merci David pour ce retour. Merci à tous. Merci Paul. Merci David d'avoir participé à ce webinaire avec nous. Merci à vous qui nous avez suivis depuis chez vous, peut-être depuis votre travail depuis peu. On vous donne rendez-vous le 7 juillet prochain pour un nouveau webinaire. Et pour clôturer, le mot de la fin, c'est que face à ces périodes compliquées sur les marchés, il n'a jamais été aussi important de faire attention à votre sous-jacent. Que vous soyez sur les marchés financiers ou sur les marchés immobiliers, faites bien attention à ce sur quoi vous investissez.